Merci beaucoup, Léa. Maintenant, il est temps d'accueillir notre conférencier, Gabriel Cholette. Devenu une voix essentielle pour la littérature queer au Québec, il nous présentera une rétrospective de ses œuvres en revenant sur les propriétés qu'il associe au récit de soi grâce à sa conférence L'expérience littéraire, la création et le récit de soi. Merci, Gabriel, d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot pour vous dire que la conférence d'aujourd'hui sera enregistrée et filmée, mais que nous verrons principalement Gabriel dans la captation vidéo, ainsi que quelques personnes invitées, mais de dos seulement. Il y aura également une période de questions à la fin pour les gens en présentiel ainsi que pour les gens en team via l'outil questions et réponses. Sur ce, bonne conférence! Bonjour, je vais juste partir ça ici. Donc, j'aimerais saluer tout le monde et vous remercier de vous être déplacés. Merci aux organisatrices d'avoir eu la gentillesse de m'inviter pour ouvrir la semaine arc-en-ciel de l'Université Sherbrooke. Il est peut-être tôt, du haut de mes 32 ans et de mes 2 livres, pour proposer une rétrospective de mon travail, mais je suis content de le faire, puisque la période entre chacun de mes projets me permet de prendre un pas de recul et de choisir une nouvelle voie à emprunter. À mon avis, l'écriture d'un livre est comme le tir à l'arc. Il s'agit de trouver un thème, une question ou une perspective qui permet d'envoyer la flèche de l'écriture le plus loin possible dans l'espace, afin que chaque section réponde à cette tension narrative générée par les premiers gestes. Bien entendu, pendant l'écriture, la vie continue d'exercer son influence et l'avancée d'une pratique est moins linéaire que ce que sous-entend cette métaphore. Mais il me semble clair que c'est l'impulsion de départ qui ordonne le sens de la réflexion, en plus de lui donner l'énergie d'aller là où elle ira. Les commencements servent à déterminer ce qui ne convient pas et ce qui ne convient plus, avec le but implicite, donc, de corriger le tir. Ainsi, je veux recommencer avec vous en me positionnant ouvertement sur ce qui m'a préoccupé jusqu'à maintenant et ce qui me préoccupera dans les prochains jours, mois, années. Ce midi, je m'orienterai par rapport à une discussion du milieu littéraire actuel, plus spécifiquement par rapport à l'idée du tournant éthique de la littérature québécoise. L'expression vient du professeur Michel Biron dans un article qui est maintenant célèbre, ou en tout cas très bien connu du cercle des spécialistes. C'est qu'il jette un regard théorique sur une époque, la nôtre, qui résiste de plusieurs façons à la théorie. En partant d'une œuvre qu'il qualifie d'exception, celle de Marie-Claire Blais, et en regardant ce que notre société d'aujourd'hui exclut, alors qu'elle se revendique de l'inclusivité, Michel Biron procède de façon dialectique pour définir les grands axes de la pratique littéraire contemporaine. Il montre que ce qui fait aujourd'hui consensus, c'est le primat accordé à l'éthique. En commentant les travaux du critique Alexandre Geffen, il affirme qu'après plus d'un siècle, je vais essayer de partir ça. Est-ce que ça fonctionne? Ah, merci. Donc, après plus d'un siècle, au cours duquel la littérature se serait plus ou moins autonomisée, voici donc qu'elle s'hétéronormise, si l'on peut dire, et cherche par tous les moyens à se reconnecter au monde pour retrouver un semblant de pouvoir d'intervention. Mais il me semble que ce tournant reste négatif pour lui. Il affirme à cet égard que, entre la Révolution tranquille et les années 2000, quelque chose s'est cassé, je souligne, ou s'est métamorphosé de façon si profonde que, malgré la continuité du nom, l'idée même de littérature québécoise change de visage. Un peu plus loin, il cite Bataille pour rappeler que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Et dans une conclusion qui est tout en montée, il reconvoque Marie-Claire Blais, désormais placée au sommet du promontoire, pour nous enjoindre à retenir la leçon que l'exigence éthique et la hauteur de l'art ne sont jamais dissociables. Autrement dit, que la fonction éthique ne doit pas prendre le pas sur la dimension esthétique des œuvres.
C'est donc à partir de cette grande ombre que je vous parle aujourd'hui, afin de questionner cette tendance à réduire la dimension éthique des œuvres du contemporain. Dans d'autres milieux, on reprocherait à ces mêmes œuvres d'être trop identitaires ou d'être trop woke. Deux étiquettes similaires, vous en conviendrez. Le doute qui monte en moi en lisant cet article est celui de la pertinence d'un tel jugement en regard de l'histoire littéraire. Désolé, mais quand on lit La détresse et l'enchantement de Gabriel Roy, on est frappé, dès les premières lignes, par la dimension éthique de ses propos, sur la langue, sur la famille, sur l'argent, sur le bonheur. Et il me semble difficile de supposer que les œuvres du canon nationaliste n'étaient pas éthiques. Michel Biron affirme lui-même que l'idée selon laquelle la littérature doit avoir une valeur transitive et même réparatrice a toujours été considérée au Québec comme une nécessité. Pourquoi donc refuser la réflexion formelle des autoristes de nos jours? Quand je pense à Désormais ma demeure de Nicolas Dawson, je réentends les Dans mon souvenir qui ouvrent de nombreux fragments. Leur répétition ne met-elle pas en valeur, justement, la dimension esthétique du livre, comme une lettrine peinte à la tête de chaque pièce d'un manuscrit ancien? Non, je suis dubitatif devant ce tournant éthique de la littérature québécoise. Je sens surtout le tournant du côté de la critique et des médias qui en divisent ainsi le champ littéraire et qui continuent d'ériger des frontières vieilles comme le monde, car pour moi, la littérature a toujours conjugué éthique et esthétique. La situation me fait penser à l'une des héroïnes des Laids de Marie de France, alors qu'elle s'évade de son château la nuit pour rejoindre son amant et qu'elle a très peur d'être vue vêtue d'une robe de soie, minutieusement brodée d'or, en dessous de son court manteau. Est-il trop impudique d'observer la beauté des œuvres d'aujourd'hui, comme si on épiait sous le manteau d'une jeune fille? Est-il impossible d'apprécier le doux parfum qui se dégage d'une œuvre si elle est queer, féministe, écrite par une personne racisée, etc., et de voir plus loin que son propos social? Suivons donc cette beauté qui court. Allons voir où elle nous mène. Et s'il arrive que celle-ci se nourrisse des questions éthiques, so be it, j'aimerais dire. Mais nous aurons vu au passage que l'une contribue à l'autre dans un va-et-vient incessant, que les deux s'embrassent et s'entrelacent afin de créer une expérience qui soit, à proprement parler, celle de la littérature. Et pourtant, ça commence dans les toilettes sales d'un rave berlinois. J'ouvre pour la première fois mes yeux d'auteur, bien dilatés comme ceux des hiboux, pour ramasser l'extasie d'un dealer tombé dans une boîte de pipi et de caca. L'extase est à ma portée, mais je préfère l'atteindre par des voies qui ne relèvent pas d'une étiquette, des bonnes manières dans lesquelles j'étouffe. Sans le savoir, à cette époque, je suis un amour en exil, pour reprendre le titre de l'autrice Shaun Fay. Je ne sais pas encore que mes nombreux voyages à Berlin m'intiment à redécouvrir mon désir loin de mon alma mater, où je commence un doctorat en littérature médiévale, une autre forme d'exil. Je ne sais pas encore que cohabitent en moi au moins deux entités. Le Gabriel analytique préconisant la raison et le Gabriel aux yeux piqués de curiosité, ouvert à l'intuition et à ses instincts. Le sexe qui me satisfera le plus à cette époque est celui effectué dans l'anonymat des dark rooms, des hook-ups en fin de soirée sur Grindr, l'application masquée, et j'ai des out-of-body experiences en couchant avec des gars qui me plaisent plus ou moins, mais qui, en n'ayant pas à me plaire, m'enlèvent la pression de répondre aux attentes que je décode chez les autres et que je m'invente en grande partie. Ces hommes rudes et grossiers me permettent de ramper la langue au sol dans un appartement délabré, aux fenêtres barricadées, avec tous mes sens éveillés par mon désir enfin redécouvert. Mon premier livre, Les carnets de l'Underground, témoigne de mon désir de me dénormer dès la première phrase. Bert me place en haut sur le rebord de la cabine pour prendre des photos de test parce que l'éclairage est beau. Phrase qui me plaît parce qu'elle termine en haut. À l'époque, je me dis, mais qui donc finit ces phrases en haut? OK, le mot beau, ça finit en haut, mais rimer en haut, c'est tout un rodéo. C'est un méchant berlingot. C'est pas le propre de Lancelot. L'autrice Rachel Lamoureux me dira des années plus tard, dans des mots exacts que j'oublie et que je réécris donc à ma sauce, « Toi, ton besoin existentiel, c'était celui de l'écart. Tu avais besoin de respirer loin de la thèse et de la dissertation scientifique, de t'évader et de faire un fuck you au langage.
Oui, c'est ce que je voulais. J'expérimentais des espaces de vie et d'écriture alternatifs qui, en rétrospective, avaient la particularité de ne pas se disjoindre, mais plutôt de se nourrir l'un l'autre. Mes textes ont commencé à changer quand je les ai écrits au jeu autobiographique. Instantanément, je vois la différence. Écrire à partir de mes expériences me permet de toucher davantage aux nuances du réel. Écrire l'expérience entraîne un rapport plus incarné à la langue et, en retour, exacerbe le sentiment de présence au quotidien, car écrire le sensoriel éveille les sens. Mais on parle souvent de l'authenticité de telle ou telle auteurice en oubliant parfois les étapes de la production d'un livre, qui est souvent réécrit, afin d'obtenir un effet souhaité. On oublie aussi toutes les personnes qui travaillent le texte, les étapes d'édition, de révision linguistique, de correction des preuves, etc., qui s'assurent de correspondre à un certain standard linguistique. Peu importe l'apparente liberté qui se dégage d'un texte, la langue n'est pas entièrement formée par l'autoriste. Elle est un terrain où se rencontrent plusieurs conceptions de cette même langue, et chaque prise de parole révèle toute une série de normes qui situent et propulsent le discours. Au départ, mon je l'emprunte à En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis, parce que je m'emporte de lire, sous sa plume, des événements que j'ai moi aussi vécus. Je me souviens très bien, je réfléchis énormément à la structure énonciative du livre, la narration à la première personne et surtout l'intégration des discours rapportés en italique. Pour moi, c'est de la ventriloquie. Plutôt que de mettre les paroles d'autrui entre guillemets et de les mettre à distance, il m'a trappé de tapette. Le fait d'intégrer les injures en les distinguant si peu de la voix première suggère combien celle-ci continue de marquer nos discours dans le temps. Certes, une distinction visuelle est effectuée entre l'italique et le caractère romain, mais le texte reste porté par une même voix, une voix dans laquelle résonne celle des autres, se répétant les injures afin de déterminer exactement là où le clan s'est rompu, là où je est devenu étrange. L'italique bende le langage, marquant par ailleurs dans certains textes les mots qui proviennent d'une langue étrangère telle que l'anglais. Dans les dernières œuvres d'Édouard Louis, l'italique disparaît parfois, ce que j'interprète comme une revendication encore plus claire de la perméabilité des paroles qui se marquent l'une l'autre. C'est une question de sensibilité au langage, il me semble, que de constater que les discours s'entrepénètrent au point qu'il ne soit plus toujours clair qui les ait prononcés en premier. D'où justement ma capacité à affirmer que mon « je », initialement, je l'ai emprunté à quelqu'un d'autre, à Édouard Louis en l'occurrence, comme si ce « je » n'était pas cet hyper-individualisme que l'on décrit souvent, mais bien une sorte d'énergie ou une tonalité que le texte littéraire viendrait moduler en s'inscrivant dans une longue tradition qui dépasse de loin l'autobiographie queer. Il me semble que la meilleure illustration de ce principe se trouve dans un poème intitulé « Un atlas du monde difficile » d'Adrienne Rich, que j'ai découvert dans les lieux de la culture de Mika Baba. La mémoire dit « Tu veux bien faire? Ne compte pas sur moi. Je suis un canal en Europe où des corps flottent. Je suis une tombe collective. Je suis la vie qui revient. Je suis une table mise avec une place pour l'étranger. Je suis un champ au coin laissé pour les sans-terre. Je suis un enfant homme priant Dieu d'être un homme. Je suis une femme qui se vend pour un billet de passage. Je suis un tailleur émigré qui dit « Un manteau n'est pas qu'un simple vêtement. » J'ai rêvé de Sion, j'ai rêvé de la Révolution mondiale. Je suis un corps sorti d'un canal de Berlin, un fleuve dans le Mississippi. Je suis une femme debout. Je suis debout ici dans votre poème, insatisfaite. Le « je » se module par la formule « je suis », lui ôtant, paradoxalement, toute consistance matérielle pour ne devenir qu'un fantôme qui rôde sur les vers, une émotion qui grandit et finit par sortir du canal de Berlin pour déclarer « Je suis debout ici dans votre poème, insatisfaite ». On remarquera que cette prise de parole produit son propre lieu. L'émotion résonne le plus fort dans votre poème, je souligne, car c'est dans l'entre-deux de la vie et de l'écriture que l'expérience nous happe et qu'elle entraîne le changement, en modifiant notre humeur, par exemple, ou en produisant un contact avec la beauté
ou même avec l'amour. C'est justement ce que m'ont appris les carnets de l'Underground, qui me rappellent étrangement à moi-même, à partir d'une perspective que je n'aurais pas pu connaître. Le livre est un assemblage de 33 nouvelles que j'ai écrites en l'espace d'1 an. C'est la durée moyenne de mes passions avant qu'elles ne s'estompent ou ne se transforment. À cette époque, je suis passionné par le rave, par la drogue aussi. À mon avis, l'addiction suit le cycle de l'amour. La consommation de MD, Keta, Speed en vaut autant que l'idée d'en faire. La transition vers les toilettes, insalubre entre amis et merveilles, tout comme le contexte éclaté, la conscience déchirée. J'écris des carnets en collectionnant mes expériences de fête et en archivant ma découverte du monde queer. De ma première soirée au Club Unity, à l'âge de 16 ans, jusqu'au rave sur du Rocher, que je fréquente au moment d'écrire le livre. On me demande souvent quelle relation entretiennent les illustrations de Jacob Pine, mon ex, à chacun des courts récits, et je ne trouve que maintenant la façon d'être lucide par rapport à elles. Elles me turn on, tout simplement. Elles me font pénétrer dans l'autre monde du désir et des plaisirs sensoriels. Viens, viens avec moi, me semble dire mon ex, quand il interprète les symboles du monde gay, la poppeuse, les jockstraps, et je me retrouve à traverser la frontière liquide pour me rendre, par l'écriture, au Gay Falls à Sainte-Marguerite, dans les parcs aquatiques berlinois avec Florian, à regarder perler les gouttes d'eau comme d'infimes signes de mon désir qui s'écoulent sur les chaises de mes amantes et qui scintillent sur le bord de leurs mamelons percés. J'avais intitulé Water Sports la deuxième partie de mon livre. Mon éditeur a bien fait d'enlever cette division inutile, mais il est vrai qu'à partir de ce moment, les personnages deviennent des good sports, comme on dit en anglais. Ils se pissent allègrement dans la bouche en oubliant tout de leurs problèmes. Et puis ça s'excite, ça s'accélère dans cette brève plongée vers le désir qui se rend jusqu'à une berge, au rebord d'un lac, au milieu d'une forêt, où on entend battre le cœur de Berlin, Teufelsee, en allemand, littéralement, le lac du diable. Emportés par la joie de nous voir nus entre les branches, Florian et moi dansons avec son amie Politia, une célèbre actrice porno. Ils conduisent une voiture louée, m'apprennent des mots d'allemand, seulement les plus vulgaires, et pigent dans mon très long bac de speed tout l'après-midi, au point où j'ai peur de ne pas pouvoir repartir du lac, de devoir y camper ou juste de crasher par manque de sommeil. Mais on revient, et pour citer les Black Eyed Peas, « We did them things that couples did when in love, you know ». On se prépare des pâtes avec du vin cheap à 4 €, you know. La radio énumère les nouvelles et Florian chante ses sérénades par-dessus, you know. Et quand il me montre son long tatou sur son dos, 2 lignes ultra fines superposées en croix sur sa colonne et ses omoplates, then something gets out of hand. Je ne sais pas si c'est que je dis ceci, mais je me sens flotter au-delà de mon corps, comme emporté par quelque chose de plus grand que moi-même. Non, ce n'est pas un malaise, c'est de l'amour pour Florian, cet énergumène qui a tant de plaisir à me raconter l'histoire de l'Allemagne, et de l'amour pour moi aussi, qui s'est laissé complètement emporter par une autre sorte d'histoire, planant au-dessus de mon jeu et de notre nous. Nous nous pénétrons de cet amour en décrissant les assiettes de spaghettis sur la table de cuisine, entrepénétrés sur le carrelage froid de sa toilette qui ne floche pas, le contexte sublimé, la conscience effrénée, pénétré de ce que je me refusais des années plus tôt. Et des années plus tard, penché par-dessus mon clavier, je retranscrirai ces aventures folles. Je les transcrirai pour regoûter à la fièvre et en vivre une nouvelle, pour créer un nouveau type d'expérience semblable à cet amour que nous avons vécu. En 1502, l'Italie est un regroupement de cités-États qui contrôlent exclusivement les territoires. Après l'expulsion des Médicis, la nouvelle République de Florence ne parvient pas à asseoir les valeurs démocratiques et Lorenzo de Médicis menace sans cesse de reprendre les rênes de la ville. C'est dans ce contexte politique que l'Opéra del Duomo commissionne Michelangelo, tout juste âgé de 26 ans, pour l'élaboration de la statue du jeune David, qu'il choisit de représenter avant sa confrontation contre le Goliath, alors qu'il est plus commun de le représenter après sa victoire, avec la tête du géant tranchée entre les mains. Le conseil prévoit initialement de placer la sculpture à l'extérieur de la cathédrale Santa Maria del Fiore, aux côtés des prophètes Isaïe et Josué.
Or, l'interprétation de Michelangelo inscrit le David dans un autre contexte de celui de la Bible, ne serait-ce que par sa nudité flamboyante, et le conseil l'installe plutôt au centre de la place du Seigneur, où il peut défendre la patrie, comme l'écrira ensuite Machiavel. Mais les services particuliers accordés à la statue choquent les foules, et en quelques jours seulement, on s'en prend à la beauté parfaite du David. 3 jeunes de familles importantes sont emprisonnés parce qu'ils endommagent la partie supérieure de son dos en y lançant des pierres, créant des éraflures encore visibles aujourd'hui. Après avoir consulté les affiliations des personnes impliquées, les spécialistes affirment que le geste aurait été sans motivation politique. Quoique le fait de s'en prendre à cette perfection, érigée en absolu, marque vraisemblablement le découragement de la jeunesse italienne, empêtrée devant ce que le David représente. Nous sommes sur le point de gravir la montagne de la vie, et vous nous imposez la dévotion au travail et le sacrifice à la tâche. Fuck that! Une grosse roche sur ce simulacre de la chair, disent-ils en frappant la statue, qui se tient bien droit dans cet entre-deux, entre l'art et la vie. Mais Monseigneur Michelangelo est bien rusé, et son David raconte déjà cette histoire de révolte à travers ses pupilles. Son expression change en fonction de l'angle où on le regarde. Le récit commence par le moment de la raison calculée, avant l'affrontement, puis il a peur, il angoisse devant ce qu'il doit accomplir. En fin de compte, ce savant duo d'émotions, peut-être à la source de tous les récits humains, produit l'émerveillement ou l'amour qui lui dilate les yeux et l'ouvre au monde. Debout seul face à Rome, David s'émeut, pour reprendre l'étymologie latine du verbe ex movere, il sort de lui-même pour aller vers l'extérieur, et c'est ce mouvement même qui est celui de la vie, celui-là même auquel est confrontée la jeunesse italienne quand elle comprend, probablement inconsciemment, oui, l'étendue de la tâche qui les relie à leur patrie et à leur propre survie. Tous les chemins mènent à Rome, dit le célèbre proverbe, et moi, mes pupilles se dilatent quand je place ma caméra Yashica à mes yeux pour photographier mes amis trans et queer au skatepark du Myland. Quelques mots sur ce qui me mène à l'écrire ce projet. Quand je relis les carnets, assez longtemps après sa publication pour en avoir oublié le contenu, je suis frappé par la récurrence des expressions liées à la perte de conscience, créant, dans la trame narrative, un jeu constant sur les rythmes grâce aux nombreuses ellipses. Dans l'un des fragments finaux, je raconte qu'il n'y a pas de miroir accroché au Berghain, la légendaire institution de rave à Berlin, et je suppose que c'est probablement conçu ainsi parce que ça découragerait n'importe qui de se voir après 18 heures au party, cernes, yeux croches, le teint gris de famine, le blanc des yeux rougis par le manque de sommeil. Quand j'utilise la caméra de mon cellulaire pour me regarder, pour être certain que tout est là encore, j'ai toujours peur de la même chose, de voir des cernes qui partent plus, des rides avant l'heure qui auraient eu raison de moi, comme si elles me disaient « Tu es allé trop loin, maintenant c'est irréversible ». Au final, je crois que ce livre est celui de la joie naïve, de l'insouciance ou de l'inconscience, dans des environnements où tout fait en sorte qu'on s'évite ou qu'on s'oublie, mais qui marque néanmoins chez moi un mouvement de prise de conscience, d'émergence du blackout. C'est probablement l'écriture elle-même qui initie ce pas de recul, car même si mes récits ont été écrits au présent, leur narration vient après, et elle produit une réflexion du je sur le je, dont le décalage entre celui-ci et celui-là reste bien perceptible dans le texte. Mais la relation entre ces deux entités est plus complexe qu'il ne paraît. Il serait faux de penser que le jeu auteur écrit en manipulant sa marionnette dans le simple but de se représenter soi-même en retranscrivant patiemment des événements vécus et en étant le plus fidèle possible à la réalité. Non. Et en fait, peut-être oui, telle était mon intention en commençant les carnets, sauf qu'on se rend rapidement compte que ce n'est pas ce qui se passe dans l'écriture. S'il existe un rapport avant-après l'écriture, c'est que le jeu auteur arrive à la table de travail en tant qu'avant, pour devenir, au cours même de l'écriture, cet après réflexif qui nous intéresse. En fait, l'écriture autobiographique capture le mouvement de l'avant vers l'après, c'est-à-dire qu'elle le produit
et qu'elle l'enregistre en même temps. Et tous ensemble, lectrices et autrices, elle nous place comme les témoins de ce jeu orienté devant les mystères du temps, tentant par le fait même de nous émouvoir, c'est-à-dire de nous exmovérer, de nous sortir de nous-mêmes pour aller vers l'extérieur, pour progresser vers un nouveau nous renouvelé. Ainsi comprise, l'expérience littéraire est une traversée en un soi qui produit toujours un supplément de sens lié à l'existence. Impossible par ailleurs de prédire d'avance ce que l'écriture va transformer, car si on le savait, cela ruinerait la métamorphose. Il faut qu'un jeune insouciant se jette vers l'avant et découvre sa réflexivité qui le rescapera momentanément de son blackout. Dans le Straight Park, donc, j'avance sur le terrain de skate du Myland, non pas en tant que conscience éclairée ou éveillée, woke, autrement dit, et c'est bien ce qui se profile à travers cette insulte des journalistes envers les plus jeunes, car comme je l'ai dit, la réflexivité est toujours un processus à recommencer. J'avance ébloui par les grands projecteurs qui éclairent trop fort, incertain d'où je veux aller, mais en ayant conscience d'être au bon endroit. Je veux capturer l'expérience, témoigner de ce que je ne ressens que par l'intuition, et puis j'ai mes modèles qui m'inspirent et qui se sont déjà aventurés par le chemin qui est le mien. Les queers et les trans pullulent au bout de l'allée, je peux y aller, je peux me montrer. Le mot queer provient de l'indo-européen twercado, qui donne en latin tordre, en anglais athwart, en travers, et en allemand quer, transversal. Trans, quant à lui, provient du préfixe latin qui signifie au-delà ou à travers, lui aussi. Mes pupilles se dilatent quand je passe à travers le skatepark et que je parviens à Blaise, cette grande beauté aux cheveux bleachés, dont le chandail déchiré au centre fait apparaître sa peau brillante qui me parle, un langage inconnu, celui du corps qui s'exprime malgré l'individu, pour le dire avec Karine Rousseau dans Entre l'île et la tortue. Pour se rendre justice à sa beauté, pour marquer le moment où ce lieu se queerise, où le présent straight se tord, je sors ma caméra de mon fanny pack et je clique sur le clic afin d'enregistrer le moment. Il est déjà révolu. Mon chandail est aussi éventré. Je l'ai déchiré avec mes mains devant le miroir avant de partir pour révéler ce qui s'y cache, ce que j'habille habituellement, et sur le terrain, je me demande ce que les autres perçoivent de moi. Les skaters straight me voient-ils comme un jeune et faible stylé, comme j'adorerais être perçu, ou me voient-ils comme une grande échalote gênée dans ses mouvements, gênée sur sa planche qu'elle ne conduit presque pas, mais qui la conduit en retour? Sauf qu'il est difficile, voire impossible, de savoir ce qu'on a oublié et qui imprègne nos peaux, comme le dit Cœur de Pirate, de la même façon qu'à travers ma voix qui vous parle présentement, je ne perçois plus ce qui vous a probablement happé à un certain moment de ma présentation comme une impression, un élément de ma personnalité ou de mon histoire, bref, un surplus de sens qui résonne à travers le timbre de ma voix et que je ne m'entends pas transmettre. Mais l'écriture n'est-elle pas toujours la recherche de cette chose-là qui nous dépasse, autrement dit, ce qui émane de la matière? Je crois que les artistes sont celles qui recueillent dans leur expérience ce qui est le plus parlant. Ils apprennent à reconnaître cette poésie qui s'échappe du vécu et que l'on perçoit en s'amusant avec ses propres mots. Le noir d'une dark room est rompu par l'étincelle d'un briquet qu'on allume pour voir, en un bref instant de splendeur, des corps dans l'événement de la jouissance. Mes amis dansent autour de moi, une danse déconstruite et désorganisée, une collection de mouvements et de paroles qui avancent et qui tournoient à leur propre gré. On a enfin réussi à se voir, nos yeux se sont habitués à cet horrible éclairage néon, les pensées profondes et les espoirs peuvent désormais s'exprimer dans la joie. Mon plus grand rêve d'intellectuel serait de contribuer, ne serait-ce que minimalement, à la philosophie. Je trouve qu'il est noble d'agir pour le trésor de la pensée, et puis j'aime bien l'aventure qui permet d'y parvenir. Mais la question qui se pose immédiatement, c'est comment? Y a-t-il une méthode, ou est-ce purement un hasard si les philosophes ont écrit ce qu'ils ont écrit? À mon avis, cela incite à comprendre les mécanismes de la pensée, sa logique interne. Je sais que la conscience se situe toujours à la frontière des normes. Ça, je l'ai compris par l'expérience. Par exemple, mon orientation sexuelle m'aura situé, au fil des années, par rapport à chacun des groupes que j'ai côtoyés,
en m'imposant des mots et des espaces à fréquenter. Ma conscience s'est habituée progressivement à reconnaître les signes de cette frontière et à y adhérer ou à la contester. Faire acte de pensée commence donc toujours par une longue intériorisation qui permet de comprendre ses coordonnées cognitives. Et d'ailleurs, les philosophes reconnaissent souvent qu'ils écrivent des autobiographies dans lesquelles ils examinent leurs plis intellectuels. Nietzsche l'aura affirmé, entre autres. Mais cette façon d'envisager les choses fait éclater l'idée selon laquelle l'écrit autobiographique serait individualiste, voire narcissique, car dès qu'on comprend que c'est la société qui forme la conscience, on gagne à la considérer comme l'expression d'un problème social plus large, contre lequel le texte tente d'ébranler les normes qui les constituent. On pourrait prendre un pas de recul supplémentaire et affirmer que, historiquement, quand les normes atteignent un statut critique, quand un nombre suffisamment important de conséquences en résulte, des mouvements sociaux se produisent pour contrer le mouvement du balancier et, dans le meilleur des cas, pour renverser la norme oppressive. N'est-ce pas ce qui s'est produit avec le mouvement d'occupation des skateparks du Myland? Ce dernier s'effectue exactement au moment où on décrit le confinement obligatoire en termes de cellules familiales, exactement quand l'hétéronormativité atteint un point critique, quand elle donne un coup de trop à la santé mentale de toutes cellule qui ne correspondent pas à son scénario idéalisé. Le mouvement trans et queer ne circonscrit pas le nombre de gens affectés par cette norme, bien entendu, mais il révèle de façon métonymique un symptôme social beaucoup plus large. Il a l'avantage d'être un rassemblement d'individus à la conscience formée de façon similaire, alors que d'autres types de conscience sont atomisés et mis au néant dans le flux de la culture. Ça me frappe pendant que les cellules non familiales tournent autour de moi, la nuit dans le skatepark, et ça brille en moi comme une étincelle, une émotion diffuse, mais distincte, que je creuserai ensuite. Je n'aurai pas besoin d'y réfléchir abondamment, car tout un récit se tissera à partir de ce sentiment profond qui imprègne mon corps depuis longtemps et qui ressurgit dans ma tête quand je ressens de l'amour ou de l'extase, comme une longue méditation qui s'est entrecoupée avec les années et à laquelle je reviens avec bonheur quand je suis dans la joie des troubadours, cette joie qui est aussi jouissance. Le moment de me commettre est presque arrivé. Et justement, Dolly, cette deuxième grande beauté en talons hauts, descend des escaliers en roche au centre du terrain et se rend à moi, son visage rétro-éclairé se perd dans la pénombre. « Viens, viens avec moi, me dit-elle. » Et sans même réfléchir, je la suis. Je la suis jusqu'au rebord d'une des énormes cuves où elle dépose son skate comme pour fabriquer le supplice de la planche. Elle me pousse à sauter par-dessus bord. Elle me poke avec ses longs ongles pour que je me faufile. J'avance sur le long de la planche de bois. Je marche sur le long de ma vie. Heureusement, on me tend un casque que je mets. Puis hop, je tombe dans le vide, les deux mains tirées vers Dolly. Je suis à l'envers sur la planche. Pas grave, ce n'est plus le temps de penser. Au même moment, la flèche que j'ai lancée au début de cette présentation se rend jusqu'à moi. Elle fait vibrer mon cœur un instant avant de l'atteindre. Mes pupilles se contractent ou se dilatent d'un seul coup. Je ne sais plus lequel. Whatever, parce que soudainement, mon récit devient une abstraction. La ligne narrative où je me situe se courbe. Elle se bende en un rond pareil à ces énormes hoops de skate qui vont jusqu'au ciel. Les anciens avaient une notion pour parler des récits qu'ils nommaient le logos ou la logique. Celle-ci désigne l'universel sous chaque situation particulière. On lit de gauche à droite dans le texte en français, mais quand on s'ouvre aux affects et aux intuitions, on se surprend à lire en boucle. On sait que quand le flot remonte le courant pour revenir au point de départ, et ainsi tous les récits forment toujours un cercle. La loi fait partie intégrale de la pensée de Hegel, qui écrit à son sujet que si l'œil de l'esprit s'est progressivement dirigé vers le terrestre au fil des derniers siècles, il faut néanmoins concevoir le mouvement de la pensée comme un tout en décortiquant ces différents moments pour les vivre via l'expérience, pour les intégrer et pour revenir à une pensée qui ne se préoccupe que de la différence. Retour vers le particulier, donc. Et sur mon skate, pendant que je remonte la boucle, je ne pense qu'au particulier. Confronté à ma survie, je ne perçois que ce qui est unique à ma situation, car je veux y réagir convenablement. Cette exposition du cours de l'expérience comporte un moment qui fait qu'elle ne semble pas coïncider avec ce que l'on entend d'ordinaire par expérience, écrit Hegel, et c'est ce moment que je veux décrire, le moment queer du logos,
celui qui permet au cercle de se scinder et de devenir spirale. C'est par ce principe que les sociétés, face à la mort, peuvent se transformer. Mais quand on est historien, on remarque que l'humain rush toujours avec ce moment de la pensée. Il faut le comprendre. Le moment queer étrangéise afin d'altérer. Il oblige la collectivité à se concevoir différemment en y administrant une pression pendant un moment afin de l'ouvrir à de nouvelles réalités. La discrimination que j'ai vécue pendant ma jeunesse, celle qui m'a rendu malade et qui m'a plongé dans l'anxiété presque toute ma vie, m'a aussi entraîné à comprendre épistémologiquement là où le bas blesse. C'est la fermeture d'esprit qui nous meurtrit. Et je ne suis pas le seul à le dire. Toutes les personnes que j'ai citées lors de cette conférence, et bien plus encore, font de cette spirale individuelle un grand nexus de mécontentement, des plaintes complémentaires qui ont pour but de revitaliser la société là où elles se sont effondrées. Depuis le 4e Concile de Latran de 1215, qui rend obligatoire le mariage hétérosexuel pour tous les couples, l'Occident a manifesté une forte intolérance face à la diversité sexuelle. Les coups ont suivi et la mémoire collective a effacé les traces de toute expression non normative qu'elle a oblitérée dans le trou béant de Sodome. Il est temps de s'ouvrir au changement. Il ne me reste plus de temps, je sais, et je terminerai bientôt. Mais j'adore partir à l'aventure, comme vous pouvez le constater, et je n'ai pas encore parlé de ce que j'aimerais écrire dans les prochains jours, mois, années. Je n'ai presque pas parlé d'une caractéristique que je trouve fondamentale dans le récit de soi et qui est le rapport au présent de l'indicatif. Certes, nous avons parlé de l'autobiographique, de la transformation d'un « je » qui deviendra « autre » en écrivant sa vie. Ce faisant, la narration s'ouvre à une nouvelle réalité, propre à l'imaginaire, qui est celui de l'interprétation, de la remémoration et du « si c'était arrivé ainsi ». Je nous éviterai une longue définition des genres littéraires et je trancherai que oui, même l'autobiographie et le récit de soi déploient des fictions, puisqu'en tant qu'humaines, nos vies sont intrinsèquement liées à celles-ci. Le fait même de se concevoir des cartes d'identité et des rôles sociaux prouve que le réel en fourmille. Nous avons besoin de fiction, comme l'argent, comme le théâtre, pour vivre en groupe et pour nous comprendre. Bon, cela étant dit, j'avoue que c'est moins la question des étiquettes autobiographie, récit de soi, autofiction ou fiction qui me motive à écrire. Au contraire, les étiquettes de toutes sortes me déplaisent. Ce que j'aime le plus en littérature, c'est le feeling d'être dans le moment présent, d'être dans la durée qui ne s'arrête jamais, comme le mouvement de ces phrases que je vous récite et qui sautent par-dessus les virgules pour se rendre à chacun des points qui les terminent, avant de repartir, bien sûr, pour se rendre à la prochaine, et à la prochaine, et à la prochaine, dans un rythme haletant, en faisant entendre la pulsation du temps. L'indicatif présent touche ainsi à quelque chose qui est, pour moi, fondamental à l'expérience du réel. Voici que les phrases présentent des substantifs, voilà un vampire, et la conscience réagit face à eux. Je décampe ou je me fais sucer. Ce qui construit progressivement la trame narrative. Mais l'exemple n'est pas pris au hasard, vous vous en doutez, car il permet d'illustrer comment cette narration entretient une relation particulière à l'attention humaine, en élaborant des horizons d'attente pour les déjouer aussitôt, ou en jouant d'un décalage qui est bien souvent sexuel. Ovide est le maître de cette technique qu'il a léguée à la postérité avec le superbe maniement des vers propres à ses métamorphoses. Prenons l'exemple de Daphné, que j'affectionne particulièrement, puisqu'elle révèle l'immense et subtil pouvoir social de la beauté. Appréciée de tous, cette nymphe n'aime personne en retour. Elle s'étrangéise aux hommes, ce qui ne fait qu'attiser leur désir. Alors qu'elle s'en plaint à son père, qui l'oblige à se marier pour obtenir une descendance et pour poursuivre sa lignée, elle lui fait une demande à première vue scandaleuse. « Donne-moi, mon père adoré, dit-elle, de jouir de la virginité éternelle. » Le père de Diane autrefois le lui a donné, il acquiesce, mais ton charme empêche qu'il en soit comme tu veux, ta beauté s'oppose à ton vœu. Laisser planer l'ultime tabou dans l'enjambement d'un vers, pour le désamorcer aussitôt par le suprême refus, la virginité éternelle, relève plus que du simple génie. Il révèle la mécanique du langage qui, pour affirmer, doit nier son contraire au moment de dire. Si on affirme qu'il fait beau, c'est qu'on a tranché qu'il ne fait pas beau. De surcroît, le langage se dynamise quand il défie les normes. Il les statue pour les franchir immédiatement,
s'érotisant et agitant les sens par le fait même. Un jour, j'aimerais écrire un livre sur l'histoire des maladies transmises sexuellement afin de montrer comment notre morale sexuelle a été, pendant de longues années, basée sur leurs menaces réelles quant à la survie de l'espèce, et j'aimerais suivre l'évolution du langage si confrontant, les plis qu'il a pris, ou, plus exactement, son orientation sexuelle à proprement parler. Tout n'est que tension dans le langage, et la beauté devient ainsi une arme aux opérations diversifiées, comme l'avance la métamorphose de Daphné, avec ses deux flèches dont l'une en or fait l'amour et l'autre en plomb fait fuir. Mais avant que je ne vous pousse à déguerpir, j'aimerais montrer que cette dynamique de l'attention, produite dans le présent du langage, si l'on veut, explique la structure narrative de bien des œuvres, dont les miennes, et dont ma prochaine, espérons-le, dans une approche encore plus consciente que dans mes prochains livres. Pour ce faire, il me faudra raconter une expérience que j'ai vécue, ce que je ferai en 3 étapes, comme 3 marches vers une réalisation finale. Je n'ai jamais raconté ces anecdotes qui sont par ailleurs très intimes, et ainsi, chaque mot prononcé me place devant le vide. Je gère mal l'inconnu, quoique je veux en travailler ma tolérance. Je fais confiance en ma capacité à percevoir les signes et à réagir en conséquence, comme dans la chasse-galerie d'Honoré Beaugrand, quand le conducteur s'oriente grâce aux lumières qui brillent sur les clochers. Et puis, je ressens l'émotion. J'aperçois l'intuition frémir en moi. Eyes on the goal, comme on dit, les yeux sur le goaler. Alors commençons puisqu'il est déjà tard. 15 minutes avant minuit, notre gang de queer en cavale se retrouve dans une navette qui fait l'aller-retour entre le skatepark du Myland et le party outskirt à Dulson, à 1 heure de Montréal. On débarque. Les étoiles scintillent dans le ciel, des ampoules bleues pendent des arbres et des dizaines d'hurluberlus font des ballons de drogue sur un gazon piétiné d'où émane une brume brillante sortie des limbes. Ah, c'est qu'ils ont installé des machines à fumer au sol. Fêter, c'est tenter de s'ouvrir à soi et aux autres, et on est comme des huîtres discutant en périphérie de la ville sans se connaître, mais intéressés à dévoiler ses perles. MD et coke plus tard, j'embarque dans un cube U-Haul aménagé pour faire de la drogue. Je m'assois sur des coussins roses entre Aubrey et Bobby, que je reconnais malgré la lumière ultraviolette et l'odeur de gaz très très présente qui me fait flotter ailleurs, au 7e ciel peut-être. Bobby me décrit son article scientifique sur Luca Rocco Magnotta et les plaisirs de la dissociation. But the question it begs to ask, would I fuck myself? Et je dis oui à sa paille de métal pour sniffer une nouvelle sorte de quêta, nouvelle pour moi en tout cas, de la quête animale. Il ne m'en reste plus long avant de perdre la tête, je le sais, et je quitte la conversation sans prévenir pour m'engouffrer sur le dance floor où des vidéos trippy me drillent sur place. Viens te perdre en moi, me disent-elles. Et je commence à remarquer des patterns. Je remarque la fameuse lampe rouge installée près de la DJ pour qu'elle voie ses contrôleurs. J'hallucine souvent qu'une seule compagnie spécialisée produit tous les éclairages de rave, peu importe où je me trouve dans le monde. Mais le set semble vraiment s'adresser à moi. Tu m'écoutes immobile depuis tantôt, en transe, happé par mes mots. Qu'est-ce qui se passerait si tu sortais de ton corps, si tu te défaisais de mon emprise? Soudainement, mes yeux s'écarquillent, mon esprit se tord, et j'entends les pensées de toutes les personnes de la salle, terrifiées. Je deviens une statue de sel. Heureusement, on me rassure. C'est bon, on vit ça ensemble. Je l'entends aussi. C'est un stunt performatif organisé par le rave. Quand même, tout un lot de connexions se produit en moi. Me reviennent les souvenirs de cette même lampe rouge à Berlin avec Jacob. Il est dans mes bras, mais il a l'impression d'être sorti de son corps pour planer jusqu'à Barcelone. Je repense aux discussions avec Bobby à propos de certaines maestros de la scène. « But what's the deal with Dr. Rubinstein ?» lui demandai-je, défoncé après une soirée. « Ah, but I wouldn't know where to start » me dit-il, dans une réponse qui restera toujours énigmatique pour moi. Ce professeur de l'Université McGill en théorie queer comprend-il ce qui se passe réellement dans les raves, ce feeling que je retrouve également au cinéma, en musique et en littérature? Peut-être que comme moi, le mystère le happe et s'accroît sans cesse, alors qu'un noyau immuable en son centre reste éternellement à définir. J'en apprends davantage au fil du temps. Pour reprendre une notion d'Alessandro Fontana, ayant lui aussi écrit un article au nom de l'expérience littéraire,
Mon récit se stratifie désormais. Des couches de la même matière s'empilent les unes par-dessus les autres, conférant à la roche son épaisseur ou sa profondeur. Le Berghain à Berlin se surimpose donc à l'outskirt à Dilson et je me retrouve en hauteur sur les escaliers vers le panorama bar avec une vue en plongée sur le dance floor principal. Derrière moi, un flux incessant de beauté s'écoule en rivière pour rejoindre l'océan de River Bellow sous mes pieds, mais je reste pris sur mon promontoire, à distance d'Elleux, comme subjugué par le reflet des vagues qui me renvoie, en flash, l'impression d'une chorégraphie ancestrale. La réflexivité ne s'est pas encore produite, je ne comprends pas que cette définition me définit surtout moi. Je commente la scène à Christophe. Mais c'est quoi ça? Ils sont là tous les week-ends, invariablement, à faire la même chose. Ils sont payés pour que le party devienne intense, encore et encore. Je les observe tellement longtemps que je n'entends pas mon ami s'évanouir dans l'espace. Mon corps résiste à la queta. Désormais, je ne me laisse plus emporter par la passion et j'analyse ce qui me subjugue dans l'addiction, dans l'art et dans la foule. Une présence à ma gauche me fait sursauter. Derrière, une barrière de métal pour aller vers la salle des techs, un homme se tient debout avec une longue cape noire et je lui demande s'il est le propriétaire du Berghain. Oui, dans les contes de fées, l'apparition du roi ou de la reine doit être comprise comme la manifestation d'une entité psychique puissante, l'animus ou l'anima, pour reprendre les termes de Jung, soit le pôle masculin et féminin de la personnalité. Mais dans ce contexte, il s'agit plutôt de l'ombre de la déraison qui me somme d'inspecter les contours de ma conscience. L'homme me dit, si tu ne comprends pas tout de suite, tu ne comprendras jamais. Je ne clique pas et tout disparaît avant de reprendre forme au stéréo à Montréal. De retour sur le dance floor, où la boule disco accrochée au plafond m'évoque la fin des temps, elle est ronde comme la terre et des phares rouges l'éclairent. Cette conférence est presque terminée, je n'ai plus que quelque chose à vous dire et je conclurai rapidement oui. Le réel se trouble devant moi, la musique m'hypnotise à nouveau et les danseuses semblent jouer des rôles. D'ailleurs, ils me regardent une à une et je fige devant eux, submergé par les drogues. Je tente de comprendre exactement ce rush, la passion monte et j'utilise les techniques de l'écriture pour atteindre l'affect, soit je me concentre sur l'objet et je nomme ce qu'il produit pour le partager. Comme Charlotte Cardin le dit, « You make me feel nice, frisson every time ». J'y ai pensé 1000 fois, « If you want me, dis-le-moi ». C'est la technique positive. Sinon, j'énumère ce que ce n'est pas. C'est la technique négative. Je suggère à l'intuition ce que le langage ne peut nommer. Wittgenstein dira « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Écoutez bien, semble dire la musique à la foule. Soyez attentive au battement du cœur, nous indique le tableau de la lumière, derrière la DJ, qui fait apparaître depuis tantôt le périmètre de cet organe, mais en version 2D. Je commence à décrire les gens qui m'entourent pour les faire apparaître. Ce n'est pas une menace, ni un conflit, ce n'est pas un monstre venu t'attaquer, ce n'est pas non plus une réelle surprise si tu es terrifié à la rencontre des autres, mais prends conscience de ce qui t'éloigne, regarde le mur que tu ériges par protection et rapproche-toi des gens qui sont devant toi. Voilà, cette longue recherche qui a bien duré 10 années s'interrompt ainsi dans le fracas théâtral de la musique qui joue, au moment même, le son d'une vitre qui explose. Je n'invente rien. Le set techno, qui n'est que la relation géométrique entre les choses, entre les sons aigus et les sons graves, entre les sons forts et les sons doux, crée des moments de compassion, car sa forme tout entière concourt à rapprocher les éloignés. En ce moment, je vois combien mes passions pour la drogue, pour le rave et pour le savoir littéraire aussi, combien toutes ces aventures m'enjoignaient à prendre conscience de mon environnement, à mon rapport aux autres, à mes excès autant qu'à mes peurs. Je m'enferme dans la drogue parce que je veux exister. Je tends la main de l'avant pour tâter l'une des personnes qui me regardent. Je veux savoir si c'est une hallucination de mon esprit. Celui-ci crie « Ouch !» Il m'a grabé. Et je défiche de mon rail en me rendant compte que oui, on est bel et bien dans le réel. Certes, la musique attribue les rôles, mais les danseuses se plaisent à les incarner. Le rave est aussi l'art du rapport entre la musique à la lumière, rapport entre l'espace à la drogue. Elle rapporte l'individu au groupe. Le récit de soi ramène à soi en faisant d'innombrables détours pour ressentir les différentes facettes d'une personnalité.
Il a comme particularité de ne pas se cantonner à la raison, mais bien de jouer de ce qui se comprend par l'intuition. Dans le passé, j'ai été obsédé par le grand mystère des arts que je consommais. Je voulais absolument savoir comment ceux-ci m'affectaient. Mais comme l'écrit Gabriel Giasson-Dulude dans sa chronique du mois de janvier pour la revue Liberté, je n'aurais pas à comprendre l'origine des espèces pour être la partie d'un tout. Et puis, le mois dernier, la pièce du théâtre Une fin de Sébastien David me percute. Alors, quand une femme bénévole console un universitaire emporté, mais surtout déprimé, alors qu'il tente lui aussi de saisir le tout, mon chou, rendu là, on s'en calisse. Le moment que nous avons vécu ensemble nous ramène au présent, comme par l'effet d'une boucle. Il nous permet de goûter à ce sentiment de présence que j'ai longtemps cherché et qui me permet de lever les index pour faire danser avec vous. C'est mon move de dance floor préféré. Durant les derniers instants de ce que nous pourrions très bien nommer, maintenant que nous avons aperçu ce fil d'or propulsant toute pensée vers l'avant, une expérience littéraire. Merci beaucoup, c'est maintenant terminé. On pourrait prendre des questions si jamais il y en a, mais on a aussi peu de temps. Questions, je peux me déplacer à vous ou juste lever la main. Puis sinon, pour les personnes en ligne aussi, vous pouvez utiliser le questions-réponses dans l'onglet de la conversation. On va laisser un petit moment en ligne peut-être, là. Ben, je vais peut-être le mettre sur YouTube. C'est ça que je voulais faire. Mais je pense que ça pourrait faire partie d'un truc publié, oui, pour pouvoir le lire plus lentement, peut-être. Puis peut-être dans un recueil avec d'autres essais du genre. Ben moi, j'ai une question. Je me demande, c'était quoi l'accueil des gens dans le skatepark, mettons, avec une gang de personnes queer qui débarquent? On s'entend que c'est sûr que dans ma tête, moi, j'ai l'impression que c'est plus straight, là, justement. Fait que c'était quoi les réactions, mettons, des gens? Est-ce que vous étiez acceptés? Y avait-tu... Ben, c'est ça qui était comme la grande beauté de ça, c'est qu'on voyait comment les gens réagissaient, puis je pense que tout le monde était comme vraiment surpris. Tu sais, moi, juste de rentrer sur le terrain, ça me faisait le cœur battre, puis je pense que toutes mes amies aussi, c'était un peu le cas. Puis pourtant, après, quand on rentre sur le terrain, finalement, les skateurs sont assez chill dans la vie. Ils n'étaient pas comme dans la dynamique de se raciser. Mais en même temps, il y avait une très claire séparation entre les gangs. Fait que je dirais que... Puis ensuite, la police est arrivée, puis elle shutait down les événements. Donc, il y avait vraiment... Je pense que sur le terrain, il n'y avait pas de problème, mais étant donné que c'était la nuit, qu'il y avait comme la fête, ça le fait que la police elle a intervenu. Puis ça, c'était choquant parce qu'au même moment, au Centre Bell de Montréal, il y avait les grands rassemblements pour le hockey. Fait qu'il y avait des grandes foules qui étaient rassemblées, sans masque, sans distanciation. Puis nous, on faisait la distanciation, donc il y avait comme vraiment une injustice là, que j'ai perçue à ce moment-là. Fait que je pense qu'il y avait comme... C'était assez complexe, là. Merci. De rien. Merci beaucoup, Gabriel. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je suis d'accord avec toi d'entrée de jeu là, sur la distinction entre l'éthique et l'esthétique. Je suis au même point que toi, ça n'a aucun sens. Mais je voulais te lancer des extraits de ton texte. Ben, pas des extraits de ton texte, mais des réflexions qui me sont venues. Et puis, je ne sais pas si tu en as eu conscience, mais je trouve qu'il y a un lien vraiment intéressant. Parce que dans ton premier roman, c'est beaucoup toi au milieu des autres, puis il y a beaucoup de mouvements autour de toi. Je n'ai pas lu Skatepark encore, mais comme tu en parlais, c'est toi au milieu des autres qui bouge aussi beaucoup.
j'avais ce premier constat-là, mais après ça, quand tu parlais d'écriture, tu disais que tu étais assis et tu parlais du mouvement des phrases. C'est comme si, encore une fois, tu étais immergé dans quelque chose qui tourne autour de toi, tu es seul au milieu du mouvement, peut-être pas seul au milieu du mouvement, mais toi, tu es là, au milieu d'un mouvement. Je trouve ça m'épate parce que ça revient à tout ce que tu dis, c'est que l'écriture et la vie et être avec les autres, c'est la même chose, là, mais ça m'a frappée. Ben, c'est ça, je pense que si longtemps je cherchais à me vivifier, là, j'étais un peu comme, j'étais en dépression, c'est peut-être même pas le bon terme, mais en tout cas, j'avais plus beaucoup de vie en moi, puis c'est l'écriture qui a donné l'étincelle pour moi, puis une fois que j'ai compris ça, c'est devenu presque une dévotion à ce mouvement-là, tu sais, que ce soit l'émouvoir, tu sais, quand j'ai compris que le verbe émouvoir, ça venait de mouvoir, là, et puis de bouger, tu sais, c'est vraiment, je pense que, comme tu dis, c'est vraiment au centre. Puis mes livres m'ont sorti de la dépression aussi, là. Le Straight Park, c'est en allant au plus profond de moi, je traverse la douleur que je voulais pas voir, tu sais. Puis ça a créé ce mouvement-là. D'ailleurs, j'avais une écriture beaucoup plus statique avant d'écrire le Straight Park, je trouvais. Puis en écrivant Straight Park, ça a comme transformé mon écriture. Puis en lui donnant cette fluidité-là que maintenant je recherche comme un accro, un vampire. Merci. Y a-t-il d'autres questions en ligne? Est-ce qu'il y en a? Non? Ben, on pourrait... Ah, oui, il y en a une. Je m'excuse. Non, mais pas de problème, je me suis décidée à la dernière minute. Merci Gabrielle pour cette conférence. Je me demandais, en fait, tes deux ouvrages sont vraiment sous la forme de fragments. Est-ce que tu fais un lien entre l'expérience queer du monde et l'écriture par fragments? Ben oui, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment il y a quelque chose qui est dénormant dans le fragment Ben, en fait, j'ai déjà eu cette intuition-là, mais là, je l'ai comme plus en tête, effectivement, du queer puis fragment. Là, je ne saurais plus comment vraiment te répondre, mais je trouve que pour moi, le fragment, il y a quelque chose de vraiment qui va chercher à l'essentiel, un moment dans le mouvement, justement, de mouvement ou de réflexivité, tu sais. Puis en partant de ça, ça crée des récits qui sont dénormés, tu sais, qu'on se perd, puis qui révèlent une autre façon de penser. Je pense que en ce moment, tu sais, plutôt que de parler d'un tournant éthique, on pourrait se dire qu'il y a comme plusieurs perspectives qui s'expriment puis qui tentent de faire reconnaître leur propre perspective, tu sais. Puis justement, comment ça passe par la conscience. Puis si on est un homme, si on est une femme, si on est une personne non-binaire, on n'a pas la même conscience. Puis je pense que là, le fragment, il permet de voir pourquoi il y a des sauts qui ont été faits. On comprend comme la mécanique de la conscience derrière. Tu sais, il fait des liens là. Moi, j'aurais pas fait ces liens-là. Tu sais, donc, je trouve que c'est utile pour ça, le fragment. Merci à toi. Merci beaucoup. Je pense que ça serait ça pour la période des questions. Donc, merci beaucoup, Gabrielle. Merci à vous. Merci. Donc, merci Gabrielle pour ce partage. C'était franchement intéressant. Merci. Merci d'avoir accepté aussi l'invitation. Donc, je ne reviendrai pas sur toutes les activités qu'il y a cette semaine, mais en cette 5e édition, on célèbre la diversité sexuelle et de genre à l'Université de Sherbrooke. Allez voir la programmation, elle est variée, il reste encore plusieurs activités. Donc, on espère vous revoir. Petit message avant de partir, le livre Straight Park de Gabrielle est en vente ici. Et Léa me mentionnait qu'il va être également à la biblioqueer de l'association LGBTQ+ UDS. Donc, s'il y en a qui veulent le lire. Et tant à la maison qu'ici. Et merci encore une fois, Christine Naudie, mais à l'ensemble du comité qui font vraiment un travail colossal pour cette semaine-là. Entre autres, Andrea Marpierre qui coordonne, en fond, nos 2 coordonnatrices de cette activité-là. Donc, merci beaucoup de la semaine en entier. Et avant de partir, il reste des cupcakes, donc un cupcake pour la route, comme on dit. Et n'hésitez pas à prendre un macaron et l'afficher fièrement cette semaine, mais aussi tout le restant de l'année. Donc, voilà, pour promouvoir cette belle diversité sexuelle et de genre à l'université. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine.